L'EPFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et c'est aussi là que j'étudie depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Alors dans cette vidéo, je vous raconte mon parcours à l'EPFL et comment s'est passée ma première année là-bas. Pour vous donner un petit aperçu, dans cette vidéo, je vais vous parler de quel a été mon processus pour choisir d'aller à l'EPFL avant de venir, comment est-ce que je me suis préparé à venir à l'EPFL, une fois que j'y étais, comment est-ce que j'ai fait pour m'organiser pendant ma première année, comment j'ai pu tenir bon pendant les moments difficiles, et qu'est-ce que j'ai décidé de faire après ma première année à l'EPFL, et où est-ce que j'en suis maintenant dans mes études. Ok, donc si on commence déjà par le commencement, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller étudier là-bas? Je me suis beaucoup posé la question de si j'allais faire des études et de quel type d'études je voulais faire, et j'ai fini par choisir de faire une école d'ingénieur, mais après un long processus de réflexion. Sans trop rentrer dans le détail, en gros l'informatique et les études d'ingénieur m'intéressaient beaucoup. L'EPFL semblait être une très bonne école, j'avais aussi l'option d'aller dans une classe préparatoire, mais entre les deux systèmes j'ai préféré l'EPFL. Mais il y avait aussi d'autres choses qui m'intéressaient, comme par exemple la politique, l'économie, l'environnement, la sociologie, et donc j'ai réfléchi à si c'était pas plutôt pertinent de faire des études dans ce domaine-là, et finalement, après avoir utilisé mon processus pour faire des décisions dont je vous ai parlé dans cette vidéo, j'ai fini par choisir d'aller à l'EPFL, mais après avoir réfléchi pourquoi est-ce que je voulais faire ça et quel sens ça avait pour moi. Donc après avoir fait ce travail de réflexion, m'assurer que c'était aligné et de savoir pourquoi est-ce que j'y allais, eh ben j'ai pu commencer à me préparer un petit peu avant que la rentrée soit là. Donc comment est-ce que je me suis préparé? Eh ben je me suis préparé déjà en me renseignant sur l'école, en me renseignant sur les différentes options, en faisant mon choix, le meilleur choix possible au moment où je l'ai fait. Et ensuite, pendant l'été, je me suis dit que j'allais probablement essayer de réviser un petit peu les mathématiques, parce que pendant mon année sabbatique, du coup, j'avais fait peu de travail scolaire. Finalement, j'ai pas passé beaucoup de temps à faire ça, j'ai dû passer peut-être quelques heures à réviser les maths, mais pas beaucoup plus que ça, et je me suis beaucoup plus renseigné sur l'école elle-même, sur comment ça fonctionnait, sur les conseils d'anciens étudiants qui étaient passés par là, pour savoir qu'est-ce qui était bon de faire en première année pour s'organiser. Et il y avait notamment un livre que l'école nous a envoyé pendant l'été, un livre qui s'appelle Apprendre à étudier, et qui détaille des bonnes méthodes pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir gérer son temps, pour pouvoir gérer son stress, pour pouvoir gérer sa vie sociale, et pour pouvoir trouver les meilleures façons d'étudier tout simplement dans les études supérieures. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant et je me suis plongé dedans, j'ai lu le livre et j'ai aussi suivi le MOOC qui accompagnait le livre et qui donne les mêmes infos avec des outils un petit peu supplémentaires en ligne. Et ça m'a aidé à avoir dès le début une vision claire de quelle était une façon efficace de m'organiser. J'ai aussi fait pas mal de recherches par rapport au logement pour m'assurer que j'aurais un logement qui soit de qualité, qui soit pas trop cher, qui soit proche du campus. J'ai fini par trouver un logement avec la FMEL, ça veut dire la Fondation Maison pour étudiants Lausanne, si je me trompe pas, et c'est une fondation qui gère une bonne partie des logements étudiants à Lausanne autour de l'EPFL. Après, je me suis assuré de bien lire tous les mails que nous envoyait l'école pour nous préparer, de lire les différentes informations sur les services sociaux qu'ils proposaient, sur les différentes associations qui existaient, sur les conditions de réussite, savoir comment étaient organisés les examens, et quelles notes il fallait avoir pour réussir l'année. Parce qu'il y a énormément de sélections à la première année à l'EPFL, il y a à peu près la moitié des étudiants qui passent pas le premier semestre, et qui ont soit l'option d'aller à ce qu'on appelle la mise à niveau, qui va être un deuxième semestre qui va leur permettre de revoir un petit peu les bases mathématiques et d'ingénierie pour pouvoir ensuite redoubler, ou bien ils passent le premier semestre mais ils redoublent à la fin de la première année. Il y a deux options, et bon, il y en a qui abandonnent tout simplement en cours de route parce qu'ils trouvent que c'est pas pour eux. Mais du coup, connaître à l'avance les conditions de réussite et comment fonctionne le système, c'est important. Pour les personnes qui ont passé un bac français, on peut rentrer à l'EPFL directement après le bac, et les études sont structurées sous la forme d'un bachelor puis d'un master. Donc c'est un petit peu comme une licence puis un master à la fac, sauf que là, à la fin, on a un diplôme d'ingénieur et que c'est une école d'ingénieur. Donc la condition pour pouvoir être admis à l'EPFL avec un bac français, c'est d'avoir la mention très bien, donc 16 de moyenne, et maintenant que le bac a été réformé et que tout le monde n'a plus de mathématiques ou de physique obligatoire, l'EPFL rajoute en plus la condition d'avoir pris ces matières-là et d'avoir aussi 16 de moyenne, si je me trompe pas. Ok, du coup, après cette préparation, comment est-ce que j'ai concrètement organisé mon année quand les cours ont commencé? Le premier élément important, ça a été de me créer un environnement favorable pour étudier. Donc ça veut dire déjà me trouver un bon logement, ce qui a été fait, et ensuite dedans, m'organiser pour avoir un endroit confortable où je peux travailler, avoir une bonne chaise de bureau, avoir un bureau qui est propre, sur lequel il n'y a rien qui traîne et où je peux travailler sereinement, avoir ce bureau-là qui est réservé pour le travail, et quand je veux me détendre, je vais avoir un autre endroit, j'avais un fauteuil séparé à côté de mon bureau pour pouvoir faire autre chose que du travail, et ça aide d'avoir une séparation physique entre les deux. Pareil pour mon lit, j'y allais seulement pour dormir et j'évitais de travailler dans mon lit parce que ça garde une séparation
physique entre les différents endroits et les différentes activités, ce qui aide pas mal à être dans le mood quand on est sur le travail, on est à l'endroit où on travaille, quand on est pour dormir, on est dans l'endroit où on dort, et ça aide pas mal. Une fois que j'avais un environnement favorable pour travailler, il faut se mettre au travail, et donc là l'essentiel c'est de bloquer toutes les distractions. Donc là moi ce que je faisais c'est que je mettais mon téléphone en mode avion et je le mettais dans un placard, comme ça c'est sûr qu'il me dérange pas. De toute façon mon téléphone il est tout le temps en mode silencieux, mais là il était en plus loin, hors de portée tout simplement, je pouvais pas facilement le sortir, et ça réduit énormément la tentation puisqu'il faut aller se lever, ouvrir le placard et admettre, en gros avouer à soi-même que bon là ça y est j'ai décidé de céder à la distraction et d'arrêter de bosser. Donc ça rend ça plus difficile et ça permet de beaucoup mieux se concentrer. Pareil pour mon ordinateur, je fermais toutes les fenêtres qui n'étaient pas importantes. Il y a même des extensions qu'on peut installer qui bloquent certains sites web distrayants comme les différents réseaux sociaux. Je sais plus si j'avais fait ça ou pas, mais en tout cas ça peut être une option qui peut être utile. Et ensuite pour travailler je mettais en place ce qu'on appelle la méthode Pomodoro, vous connaissez peut-être, c'est celle de mettre un timer de 25 minutes par exemple, pendant lesquelles on va se concentrer de façon intense sur une tâche, et seulement une tâche, et on va pouvoir prendre une pause au bout de 25 minutes, une pause de 5 minutes où on va bouger, on va vraiment sortir de notre ordinateur et faire autre chose pour rafraîchir l'esprit, et on va pouvoir recommencer 25 minutes, et faire des cycles comme ça, en prenant éventuellement toutes les 2 heures une pause un peu plus longue. Donc moi c'est un truc que j'ai trouvé qui marchait vraiment bien, et donc j'ai adopté cette méthode là. On peut aussi adapter les durées, c'est-à-dire faire des pomodoro un petit peu plus longs, un petit peu plus courts, et changer un petit peu la durée des pauses, mais le principe global reste le même, c'est celui de se focaliser à fond sur la tâche qui est en cours. Donc ça veut dire ne pas faire de multitasking. Et ça c'est vraiment un truc qui est prouvé scientifiquement, c'est que le multitasking ça marche pas pour notre cerveau. On peut pas faire plusieurs choses en même temps, et en fait ça induit juste un coup, une fatigue mentale, qui vient du fait de switcher entre une tâche et une autre. Ça va seulement nous fatiguer et nous rendre moins productifs. Donc l'idée c'est vraiment de se focaliser, et moi c'est ce que j'ai fait pour travailler du coup pendant toute cette première année, c'est mettre en place un système qui va bloquer toutes mes distractions, et être à fond sur mon travail quand j'ai décidé que j'allais travailler. Ensuite un autre truc qui m'a été super utile c'est d'avoir un emploi du temps précis. Je me suis fait un emploi du temps hebdomadaire, dans lequel je savais à quelle heure je travaillais quelle matière, à quelle heure je mangeais, à quelle heure j'allais faire du sport, à quelle heure j'avais fini ma journée, super important, et à quelle heure je pouvais cuisiner tranquillement, je pouvais lire un petit peu, me détendre, m'étirer, appeler ma famille. Et donc le fait d'avoir cet emploi du temps là, et de le réviser en cours de route pour l'ajuster en fonction de ce qui marchait et ce qui marchait pas, c'est vraiment essentiel, et ça m'a permis de bien réussir ma première année. Dans cet emploi du temps, il y avait quelques trucs vraiment importants. La première c'est d'avoir une heure de coucher fixe et stricte. Donc mon objectif c'était de me coucher à 22h, et de me lever vers, je sais plus si c'était 7 ou 8h, mais j'avais une heure de coucher, une heure de lever fixe, et ça permet vraiment d'avoir un bon cycle du sommeil, de pouvoir vraiment se reposer, et c'est important d'avoir assez de sommeil, parce que moi je l'ai constaté, et des études le montrent aussi, c'est qu'en fait, si on manque un petit peu de sommeil, nos performances mentales et physiques, et même notre bien-être, notre état d'esprit, il va se dégrader très rapidement, et moi je le sens, je sais que quand je suis fatigué, j'arrive pas à travailler, et ça sert à rien, parce que je vais tout simplement être là sur mon bureau à être pas efficace. Donc il vaut mieux prendre soin de mon sommeil, même si ça me prend 9 heures de sommeil pour avoir une bonne nuit et être bien reposé. C'est toujours un investissement rentable que de prendre soin de son sommeil. Donc ça c'était un premier aspect super important dans mon emploi du temps. Le deuxième c'est d'avoir du sport quasiment tous les jours. Donc mon objectif c'était de sortir tous les jours, même si c'est juste un quart d'heure pour aller marcher, faire le tour du pâté de maison. Ce que je faisais souvent c'était un petit footing de une demi-heure. Et là le plus dur en général c'est simplement de mettre les baskets et de sortir de chez soi, mais une fois qu'on est sorti, en réalité on sent qu'on a fait le bon choix et on sent que ça fait du bien. Et c'est super important pour pouvoir pas être que assis sur une chaise à travailler, d'avoir une activité sportive, donc faites ce qui vous fait plaisir à vous, mais un truc qui permet de prendre l'air et de prendre soin aussi de son corps. Et la troisième chose qui était vraiment importante c'est d'avoir une heure à laquelle ma journée elle est finie. Moi je savais qu'à 19h j'arrêtais de travailler, peu importe ce qui s'était passé dans la journée, et que j'allais commencer à faire ma cuisine, à pouvoir éventuellement appeler mes proches si j'avais envie, à bouquiner un petit peu, m'étirer, et à avoir une soirée tranquille pour pouvoir me préparer à bien dormir, et à être en forme pour le lendemain. Je sais qu'il y a quelques fois où j'ai dérogé de ça, et où j'ai fini par travailler un peu plus tard, et je me suis dit en fait il faut plus jamais que je fasse ça, et je me suis mis une petite affiche devant mon bureau pour me dire attention, couche-toi vraiment à 22h, parce que si tu commences à déborder le soir, chaque heure que tu vas travailler de plus le soir, en fait c'est plusieurs heures ou même plusieurs jours où tu vas être pas productif après parce que tu vas être fatigué.
donc c'est vraiment pas rentable et ça vaut vraiment pas la peine. Donc vraiment avoir une heure à laquelle je finis ma journée, c'était utile pour moi. Et étant donné que j'avais la rigueur et la discipline de me mettre au travail avant, et j'allais quand même travailler, c'est-à-dire qu'à 19h j'avais quand même travaillé un bon paquet d'heures, et donc ça marchait quand même. Côté organisation et emploi du temps, j'avais aussi un système où je gardais la trace de combien d'heures je passais sur chacun des cours. Je faisais ça sur un tableur assez simple que j'avais bricolé moi-même sur LibreOffice, et simplement je notais chaque jour dans chaque matière combien d'heures je passais, ou combien de demi-heures plutôt. Avec la méthode Pomodoro où je me focalise pendant 25 minutes, où je prends des pauses pendant 5 minutes, et je notais combien de Pomodoro, entre guillemets, j'avais fait pour chacune des matières. Et donc en un coup d'œil sur mon tableur, j'avais un graphique qui me disait dans telle matière j'ai passé tant d'heures. Et donc si j'avais un déséquilibre, que je passais trop de temps sur une matière et pas assez sur une autre, je le voyais en un coup d'œil en fait tous les jours dès que j'en rentrais mes heures dans mon tableur, et donc je pouvais rééquilibrer. Parce que c'est assez facile de passer plus de temps sur une matière qu'on aime un petit peu ou sur un projet de programmation qui est fun, mais par exemple typiquement à l'EPFL, la première année en informatique on a un projet de programmation, sauf qu'il nous aide pas à passer le premier semestre. C'est-à-dire qu'il compte pas dans la moyenne qui va faire qu'on va redoubler ou pas le premier semestre. Donc il y a des choses comme ça auxquelles il faut faire attention, pas passer trop de temps sur certains trucs, et avoir une vue d'ensemble comme ça en un coup d'œil, c'était vachement utile. Donc ça, ce tableur, moi ça m'a été utile aussi. Et ensuite, sur comment je m'y prends concrètement pour travailler les cours, j'ai un petit peu évolué, j'ai expérimenté avec différentes choses au cours de l'année. Au début, j'ai commencé par suivre les cours en ligne, donc c'était des cours qui étaient complètement en ligne parce qu'on était au milieu de la pandémie de coronavirus, donc il n'y avait pas de cours en présentiel en amphi. Par contre, il y avait des cours en live sur des vidéoconférences Zoom. Et donc au début, j'ai commencé à écouter un petit peu ça, mais au bout de quelques cours, j'ai arrêté de suivre les lives sur Zoom parce que je trouvais ça trop compliqué de se concentrer et j'avais l'impression de perdre mon temps parce que dès que ça allait un peu plus doucement, je perdais mon attention et donc je me retrouvais à faire autre chose et au final, j'avais pas fait grand chose à la fin du Zoom. Et de toute façon, il fallait que je repasse à travers les slides du cours et le retravailler moi-même. Donc ce que j'ai fait, c'est que très rapidement, j'ai commencé directement par travailler moi-même les diapositives, les slides du cours, et à travailler moi-même avec les enregistrements vidéo, des fois des cours que donnaient les profs, et j'ai trouvé ça beaucoup plus efficace. Parce qu'avec les enregistrements vidéo, je peux choisir la vitesse à laquelle je regarde le cours. Si c'est simple et que je comprends, je peux le mettre en accéléré. Si j'ai besoin d'un peu plus de temps, je peux mettre sur pause et regarder les notes et re-regarder certaines parties de l'explication. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement utile et ça m'a pas mal aidé de pouvoir contrôler moi-même le rythme des cours et aussi de pouvoir les mettre quand je voulais dans mon emploi du temps. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où j'avais plutôt envie de travailler telle matière, je vais dire là je vais avancer sur telle matière parce que j'ai l'énergie pour ça et pas être forcé à me dire là il faut que j'aille en cours de telle matière parce que c'est comme ça que c'est dans l'emploi du temps. Donc le fait d'avoir le contrôle sur mon emploi du temps, ça aussi c'était chouette. Et puis après, en fait, j'ai gardé l'habitude d'avoir ce système où je travaillais chez moi. J'étais bien installé dans mon bureau, j'avais mes habitudes de Pomodoro, de concentration, j'avais mon endroit pour travailler, j'avais ma méthode où je pouvais lire d'abord les cours, prendre des notes rapidement, me créer des flashcards pour retenir les notions importantes, et puis avoir mes pauses de midi, mes pauses de sport, etc. Et donc même quand le campus a commencé à rouvrir un petit peu, où on pouvait y aller mais seulement à tour de rôle avec les masques, etc., j'y suis assez peu allé, et j'ai continué à bosser depuis chez moi parce que c'était un système qui marchait bien. Et j'ai continué comme ça pendant à peu près toute l'année, et même les années suivantes, en fait, j'ai un petit peu gardé cette habitude de travailler depuis chez moi. Ça a ses avantages et ses inconvénients, je reparlerai un petit peu plus tard. Mais voilà comment j'ai fait en tout cas pour cette première année. Ok, donc une fois que j'avais cette méthode de fonctionnement qui était en place, j'avais mes habitudes, j'avais mon emploi du temps, ma routine, mes méthodes de travail, ça marchait. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même tenir sur le long terme. Le PFL et même les études en général, c'est plus un marathon qu'un sprint. Et en l'occurrence en particulier à l'EPFL parce qu'il n'y a pas de vacances pendant le semestre d'automne, on a 14 semaines de cours sans interruption. Et après ça on a 2 semaines de révision puis 3 semaines d'examen, donc il faut vraiment tenir sur la durée. Et sur la durée justement c'est très probable qu'il y ait des moments où on a un peu moins d'énergie, où on a des petits coups de mou, des manques de motivation, et donc il faut aussi savoir passer à travers ces moments-là et tenir bon malgré tout. Donc pour ça il y a quelques astuces. Déjà la première c'est de ne pas rester tout seul, parce qu'on est rarement tout seul à être dans cette situation. En fait, on est avec plein d'autres étudiants qui sont aussi dans la même galère, et c'est super utile et super chouette de pouvoir partager ça avec d'autres, de dire comment on se sent et de voir qu'on n'est pas tout seul, de voir qu'il y en a d'autres qui galèrent aussi, ou de pouvoir avoir des amis qui nous remontent le moral quand nous on est un petit peu plus bas et inversement. Donc restez pas tout seul et formez des connexions, étudier avec d'autres gens, ça peut être vachement utile aussi. Ensuite, pour tenir sur le long terme, c'est important, et je l'ai déjà dit mais je le redis, c'est important de prendre du temps pour prendre soin de soi, d'inclure du sport dans son emploi du temps, d'inclure des moments où on peut se reposer,
Typiquement, moi, le fait d'avoir une heure à laquelle j'arrête de travailler, ça me permet d'avoir le reste de la soirée pour prendre soin de moi, pour avoir un petit peu de temps tranquille, et ça, c'est super important pour tenir le coup sur le long terme. Et aussi, on peut s'autoriser à faire des pauses, de temps en temps, prendre une journée ou même 2 journées complètement off, où on travaille pas du tout les cours, et on fait quelque chose d'autre, simplement pour nous ressourcer, pour nous reposer, pour regagner de l'énergie. Et ça, c'est vraiment utile de s'autoriser à le faire, alors pas tout le temps évidemment, mais quand il y en a vraiment besoin, faut le faire. Et aussi pour tenir le coup sur le long terme, c'est important de garder du lien avec ses proches, de continuer à avoir du lien avec ses amis, avec sa famille, pour pas se sentir seul justement, et pour avoir des gens à qui parler si besoin, et pour sentir qu'on est soutenu et qu'on n'est pas vraiment tout seul dans cette expérience qui est des fois un petit peu difficile. Donc restez entouré et prenez soin de ça aussi. Donc du coup, quand on a traversé les 2 tiers et la fin du premier semestre, qui sont souvent la période un petit peu difficile où il faut s'accrocher parce que ça fait déjà 10 semaines qu'on travaille à fond et qu'il en reste encore 4, plus les examens, etc. Une fois qu'on a passé cette période-là, il y a les examens, et là c'est un petit peu le verdict, parce qu'on a passé tout un semestre à travailler sans avoir beaucoup de feedback, on n'a pas été noté souvent, enfin c'est en train de changer, le PFL est en train de mettre en place des choses pour qu'on ait plus de feedback justement pendant le semestre, mais moi quand j'y étais, il y avait rien quasiment, on arrivait aux examens après 14 semaines de travail sans avoir eu aucune note. Donc une fois qu'on a passé cette épreuve des examens, on attend le verdict. Pendant les vacances, il y a les notes qui arrivent petit à petit, et donc on sait si on continue notre semestre ou si on doit faire la mise à niveau. Moi pour ma part, j'ai eu des assez bonnes notes pour continuer, et donc j'ai continué le 2e semestre. Cette fois-ci c'était un petit peu plus facile parce que je m'étais déjà fait la main, j'avais déjà mes méthodes, et donc je m'y retrouvais un petit peu mieux. J'ai encore amélioré un petit peu mes méthodes de travail, j'ai changé la manière dont je prenais des notes, j'ai commencé à prendre moins de notes et à faire plus de flashcards à la place, pour me souvenir des notions importantes et des définitions et des propriétés que je devais mémoriser et comprendre. Et j'ai ajusté quelques autres choses, mais j'en parlerai plus en détail dans des vidéos sur les méthodes pour étudier. Moi, mon 2e semestre, je l'ai commencé super à fond, très motivé pour avoir des super bonnes notes, parce que la moyenne de la première année, elle détermine si on peut partir en échange ou pas, le PFL. Donc j'étais super déterminé à avoir des encore meilleures notes qu'au premier semestre pour pouvoir avoir la meilleure moyenne possible. J'ai commencé mon semestre à fond, à faire des semaines de 50 heures, 60 heures des fois à travailler, et j'étais super content parce que ça avançait bien, j'étais efficace. Et au bout de quelques semaines, j'ai eu une espèce de coup de mou, où j'arrivais plus trop à travailler, j'avais plus beaucoup d'énergie pour me mettre au boulot, et ça a duré, je sais plus, peut-être 2-3 semaines, et après c'est revenu petit à petit, et le semestre s'est très bien passé, parce que j'avais cette méthode qui marchait bien, et j'étais rodé. Donc avec ce système efficace et une bonne détermination, j'ai réussi à avoir 5,6 de moyenne sur 6 au 2e semestre, et j'avais eu 4 et quelques, 4,5, je sais plus exactement combien, au premier semestre, donc sur l'année j'avais une moyenne de 5, et c'était pile ce qu'il me fallait pour pouvoir partir à l'international en échange, donc ça m'ouvrait les portes que je voulais, donc j'étais content, l'objectif de l'année était rempli, j'avais appris des choses intéressantes, j'avais développé des méthodes de travail efficientes, et donc j'étais très content. Mais je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire après. Et donc qu'est-ce que j'ai fait après ma première année? Je me suis posé la question de si je continuais ou pas mes études, parce que tout simplement j'étais venu avec l'état d'esprit de faire la première année et d'aviser ensuite ce que j'allais faire, j'étais pas complètement sûr de continuer. Et ce que j'ai décidé, c'est de continuer, mais à temps partiel. Donc en fait, ma 2e et ma 3e année de bachelor, je les étale sur 3 ans au lieu de 2. Et du coup, ça me faisait des semestres avec 2 tiers de la charge de travail. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, et c'est pour ça que je suis en train de terminer mon bachelor seulement maintenant, alors que j'ai commencé en septembre 2020. Et là, je suis en train de terminer mon bachelor en échange, donc je fais une année à l'étranger. C'est quelque chose que nous permet le PFL en 3e année, de partir faire une année complète à l'international dans des écoles partenaires. Et moi j'ai choisi d'aller en Norvège, à Trondheim, c'est le nom de la ville, et NTNU c'est le nom de l'université. Donc je suis très content de comment ça se passe, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, dites-moi si vous avez des questions ou si ça vous intéresse d'en savoir plus. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo elle aura pu vous être utile. C'était mon expérience à moi, dans le contexte un petit peu particulier du Covid, mais si c'était à refaire aujourd'hui, comment est-ce que je m'y prendrais? Est-ce qu'il y aurait des choses que je ferais différemment? Est-ce qu'il y aurait des choses que je garderais telles quelles? Je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour ne rien rater, et à bientôt!